Mes amis, bonjour et bienvenue sur votre espace, le corner, espace dans lequel on parle foot, on mange foot, on boit et on dort foot. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo que je vais catégoriser d'histoire parce que cette Coupe du Monde c'est l'histoire et moi j'en suis persuadé. On va en parler un petit peu plus du coup justement dans cette vidéo. On va surtout parler de ces quarts de finale. On va se focaliser sur match par match, équipe par équipe. On va regarder tout ça, on va analyser tout ça en profondeur. Vraiment, on va essayer de voir qui on ressort favori. Honnêtement, arriver à ce stade-là de la compétition, c'est très compliqué parce qu'il n'y a que des grosses équipes. Il y a un match que je trouve un peu plus déséquilibré que les autres. Je vais vous en faire part, bien évidemment. Mais on va prendre du coup match par match, tranquillement. Et on va commencer du coup par France-Maroc, un rendez-vous qu'on connaît bien. Les deux meilleurs amis, Achraf Hakimi, Kylian Mbappé, un qui est le meilleur à son poste en latéral droite et Kylian, vous faites votre propre opinion, mais qui est l'un des meilleurs joueurs au monde, tout simplement. On est dans l'élite et on est dans un duel de meilleurs amis qu'on avait pas mal vu justement en 2022. Rencontre qu'on retrouve là 4 ans après, rencontre qui peut même devenir historique, je pense déjà. Un immense match en 2022. Le Maroc n'était pas passé loin de sa finale, de la première finale de l'histoire d'une nation africaine, de la déjà première demi-finale de l'histoire d'une nation africaine. Franchement, ce que le Maroc nous avait offert en 2022, c'était extraordinaire, c'était stratosphérique. Est-ce que, est-ce que cette équipe marocaine va-t-elle récidiver ou non? On va regarder tout ça. On va du coup surtout analyser le dernier match de chaque équipe pour comprendre plus ou moins où elles en sont, les situer. Donc, en commençant par le Maroc, moi j'ai remarqué quand même qu'il y avait des petites injustices à la sortie de balle, ici notamment. Ils se plantent, là, hop, projection d'attaque, l'attaquant qui est délaissé, là, attiré par le ballon, ils coupent leur jeu, l'attaquant qui va, il va essayer, il passe. Heureusement que Yacine Bounou sort bien. Heureusement pour les Marocains. Heureusement pour eux qui sortent un grand match contre le Canada. Parce que franchement, oui, le score est de 3-0 à la fin du match. Mais si le Canada gagne peut-être 1-0, c'est pas non plus le vol du siècle, honnêtement. C'est un match tellement serré, même je dirais, et c'est aussi un fait, que le Canada a peut-être un petit peu plus attaqué, a plus provoqué, a été plus dangereux. Mais dans la finalité, voilà, le Maroc a gagné 3-0. Là aussi, attention, hein, donc on souligne cette sortie de balle qui est peut-être un peu problématique quelquefois. Ballon perdu, projection sur l'attaque. Ça a été mal négocié, donc heureusement pour nos amis les Marocains. Là, on se retrouve sur un superbe coup franc par contre. C'est bien bossé. Hakimi, hop, remise en une touche. Excellent but. J'ai un petit peu raté mon trait. Elle passe dehors là, mais elle était bel et bien dedans. Magnifique, super finition. Donc là, les Marocains, par contre, ils sont clairement bien plus efficaces que nos amis canadiens. Parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup plus joué jusqu'à ce moment-là de la partie, jusqu'à la 50e. On a vu beaucoup plus d'actions canadiennes, on a vu beaucoup plus de dangers euh, qui venaient des Canadiens. Et c'est le Maroc qui ouvre le score. C'est le Maroc qui débloque cette partie. Et là, moi, ce que j'ai trouvé impressionnant, ils n'ont pas marqué sur cette action, mais c'est cette projection offensive. Tu as le joueur qui a la balle ici, tu as 4 joueurs ici qui attaquent, qui sont proches du but. Ils sont 3 défenseurs. Et là, tu te retrouves en 5 contre 3. Tu sais que tu es mal. Ils ne marquent pas, les Marocains, sur cette action. Et ils pourraient marquer, mais on voit beaucoup, beaucoup d'actions marocaines comme ça qui jouent très, très bien les coups offensifs. Je trouve que c'est une équipe qui est super dangereuse à l'attaque. Donc, c'est vraiment pas évident de défendre sur ces Marocains. D'autant plus que tu as des talents, tu as des joueurs dans cette équipe marocaine qui peuvent vraiment faire mal. L'attaque, elle reste létale. Et c'est vrai que on peut catégoriser ce Maroc d'efficace et de létal, bien évidemment. Là, on a une belle sortie de balle. Cette fois-ci, hop, hop, magnifique geste. Tu pars en profondeur, tu la mets là. Là, on se retrouve sur un magnifique 4v2 aussi. Regardez, hop, 1, 2, 3, 4. Que deux défenseurs.
Là, on a un superbe geste de Brahim Diaz sur cette même action. 5 secondes après, regardez où il se retrouve. 81, 12, 81, 17. Superbe geste de Brahim Diaz. Il la remet, finition, elle va en plein dedans. Et là, de nouveau, 97e sur Brahim Diaz. Il la met, un seul défenseur. Ils sont 3 ici. Et ça va au fond des filets, bien évidemment. Le Maroc se qualifie largement. Et c'est pas volé. Honnêtement, c'est pas volé. Là, je vous ai mis les statistiques. Possession de balle, 55-45. Plus en faveur du Maroc. Beaucoup plus de corners canadiens. C'est ça. C'est vraiment là où je veux en venir sur ce match. C'est que le Canada, oui, ils ont eu beaucoup plus d'actions. Tir cadré, on est plus ou moins pareil. Non cadré, il y en a plus du coup pour le Canada. Les passes totales, plus pour le Maroc. Donc ils ont quand même bien géré leur match. Ils sont restés en place, ils sont restés patients. Tir cadré, ça on a déjà vu. Non cadré, les poteaux 1 pour le Maroc. Triple réussi 5-4. Précision des tirs 80-30. C'est là quand même qu'on voit où je veux en venir vraiment sur cette létalité marocaine. Taux de conversion 60%. Donc on se retrouve quand même sur une équipe marocaine qui patiente, qui prend son temps, elle ne se précipite pas. Honnêtement, le premier but qui arrive à la 50e sur un coup de pied arrêté. Et le deuxième but qui arrive là, à la 81e minute. C'est quand même tard. C'est quand même vachement tard ce deuxième but. Et le dernier but à la 98e quasiment. C'est une équipe qui patiente, qui prend son temps, qui joue, qui maîtrise le jeu et qui est efficace. Tout simplement, cette équipe marocaine, elle est efficace. Elle est très forte derrière. Il y a des lacunes au niveau de la sortie de balle. Il y a des jolies sorties de balle comme celle-ci. Mais il y a aussi des mauvaises sorties de balle. Attention ici. Donc, qu'en pensez de cette équipe marocaine face à une équipe française qui a probablement joué pour, malheureusement pour eux, le pire match de ce mondial peut-être. C'était dégueulasse. Honnêtement, c'était dégueulasse. Et pas la faute aux Français. Honnêtement, je ne suis pas français. Je suis francophone, mais pas français. Et je peux clairement le dire que cette victoire française, elle est largement méritée. J'ai beaucoup aimé quand même ce que Mbappé a dit en conférence de presse, donc ça peut plaire ou déplaire. Mais je ne ressortirai pas les mots qu'il a utilisés, mais je trouve que c'est juste. Ils ont, disons, répondu avec le mal par le mal, mais cette équipe paraguayenne, terrible, terrible. Ils n'ont rien proposé, rien fait. Ils ont fait que de chercher le contact, que de faire mal, que de chercher la petite provocation. Regardez, même Olysée, qui est de base d'un tempérament si calme, si discret, il est devenu fou. Il a même eu un carton jaune. Et ça, faut en parler. Cet arbitre-ci, mesdames et messieurs, terrible, terrible. Il coach dans un championnat. Alors, moi, je ne suis pas du tout contre le fait d'essayer d'inclure des arbitres de plus petits championnats, d'essayer d'inclure des arbitres de toutes les nationalités, que ce soit des hommes ou des femmes. Je trouve ça excellent. Je trouve que c'est une superbe initiative de la FIFA. Mais un match comme ça, tu mets un arbitre avec aussi peu d'expérience, avec le panel de choix que tu as à la Coupe du Monde. Je trouve que le choix, il est peut-être un petit peu mal fait de la part de la FIFA. Honnêtement, en phase à élimination directe, surtout quand tu as une équipe paraguayenne qui joue plutôt mal, qui joue plutôt d'une manière assez vicieuse, puis tu as en face une équipe de France qui est spectaculaire, c'est le football, c'est une équipe qui va vite à la projection, qui a une superbe attaque, qui a une superbe symbiose. Honnêtement, c'est un match de haut niveau. C'est un match qui est très dur à arbitrer. Franchement, c'est un match qui est extrêmement dur à arbitrer, qui est de haut niveau du côté de la France, qui est de haut niveau de coups bas chez les Paraguayens. Et ces coups bas, il faut les voir. Honnêtement, ces coups bas, il faut les voir. Là, je me suis un petit peu planté, on ne voit pas les statistiques, mais sur absolument tout, il me semble que les Français étaient à 75% de possession, plus ou moins.
Beaucoup plus de corners, de toute façon, on voit bien là la jauge. Beaucoup plus de tirs cadrés, je pense 10 fois plus. Peut-être 2 fois et demi, 3 fois plus de tirs non cadrés. 5 fois plus de passes. Honnêtement, la France gagne qu'un 0 parce que ils ont joué leur vie en défense, les Paraguayens. Là, on voit un peu mieux. 5 tirs cadrés à 1, 6 tirs non cadrés à 3, 0 poteau, 1 penalty, 14 dribbles réussis à 3, précision des tirs 33% contre 20%, taux de conversion 7%. Et là, heureusement, pour nos amis français, parce que c'est peut-être un match qui peut virer au drame. Malheureusement, on n'aurait pas voulu. Je pense que honnêtement, à part les supporters paraguayens, peut-être les Argentins qui ont une haine vouée envers les Français, je pense que si tu aimes le football, tu ne veux voir la France passer suite à un match comme ça, que ce soit la France ou une autre équipe, tu ne veux pas voir le Paraguay passer. Et là, heureusement, que Désiré Doué sort une action extraordinaire ici. Il fait un peu tout. Kylian Mbappé rate pas. Kylian Mbappé qui va chambrer. Il l'a mal vécu ce match dans le sens que il n'a pas aimé le comportement des Paraguayens. Il leur a fait savoir et voilà, vous jugez comme vous voulez cette attitude. Ils ont été antisportifs tout le match. Kylian l'a été aussi à la fin du match. Et par contre, une chose qui me désole et qui m'énerve énormément, c'est les propos de cette députée paraguayenne envers Kylian Mbappé. Et là, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, je pense que je la posterai un petit peu en retard. Donc le match aura peut-être déjà commencé. On verra pour celles et ceux qui verront la vidéo après le match. Si je me suis trompé ou pas sur ce pronostic, c'est vachement compliqué. Mais cette journée du 9 juillet, elle ressort un propos qui est inadmissible. Elle utilise une insulte qui est intenable. Et tous les propos qu'elle a tenus à l'encontre de Kylian Mbappé sont intenables. Ils sont condamnables pour moi, largement condamnables. Et on devrait tous et tous être de cet avis de toute façon. Là, on peut remercier Désiré Doué, je reviens dessus. Mais comme le match, c'était pas forcément le meilleur des matchs, il n'y avait pas forcément de quoi vous montrer, à part pas mal de coups bas. Je suis quand même revenu sur quelques belles actions face à la Suède, notamment ici Michael Olise. Ici aussi, Michael Olise pour Mbappé, il était hors jeu. La Barcola, Olise qui frappe ici, le gardien qui se couche bien. Kylian Mbappé qui fait une action extraordinaire. Je mets des étoiles un peu partout parce que quelles actions. Quelles actions qui nous font nos amis français. Mbappé qui est sous Coupe du Monde. Mbappé qui est peut-être sous sa forme la plus aboutie, la plus extraordinaire. Qui marque un but toujours fantastique. Ici, Michael Olise. Quel talent. Quelle vision du jeu. Et franchement, je pense que c'est une paire qui est incroyable. Olise Mbappé, c'est une paire qui est incroyable. Avec un joueur qui a une aussi grosse finition que Kylian, qui arrive à faire des appels dans le dos de la défense avec sa vitesse. Il mange quasiment tout le temps les défenseurs sur la vitesse. Et t'as un gars comme Olise qui te met des caviars sur caviar. Bien évidemment, Kylian ne rate pas. Kylian ne rate pas. Et cette armada offensive française, elle est incroyable. Mbappé, qui marque dès qu'il en a l'occasion. Dès qu'il a un ballon qui est bien placé, il marque. Derrière, tu as un mec comme Olise qui te met caviar sur caviar. Tu as Barcola qui est en pleine forme sur cette Coupe du Monde. Tu as Dembélé qui reste, Ousmane Dembélé qui reste le ballon d'or, qui te sort des coups de génie. Un crochet, j'enroule. Un crochet, je frappe. Double crochet, je frappe, je marque. Je trouve ça incroyable. Et tu fais rentrer encore Ryan Cherki peut-être. Tu fais encore rentrer Désiré Doué. T'as encore Akliouche, t'as encore Thuram, t'as encore Mateta. T'as un panel offensif, t'as un choix offensif pour Deschamps, je trouve exceptionnel. Et oui, t'as ce quatuor là, le triangle des Bermudes, qui est incroyable. Mais faut en parler de cette défense.
faut en parler de cette défense, faut en parler de ce milieu de terrain. Rabiot, moi en étant supporter de la Juventus, je l'ai vu sous les couleurs de mon club. Ça a toujours été un bosseur. À Milan, il bosse toujours. C'est un joueur qui bosse énormément. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas non plus le joueur qui brille le plus parce que voilà, c'est pas le joueur Strass et Payet, mais il bosse beaucoup. Connaît, pareil, pareil. Un joueur un peu plus peut-être Strass et Payet, un peu plus vendeur que Rabiot sur le papier. Moi, je trouve. Je préfère Koné. Encore plus solide défensivement. T'as Kanté, Tchouaméni qui sont encore sur le banc. Et puis regardez derrière, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne. Peut-être deux des meilleurs centraux au monde sur cette saison sont là, sur la charnière centrale française. T'as Koundé qui bosse, énorme bosseur, énorme justesse technique, excellent à la sortie de balle. Puis de l'autre côté, t'as Digne, travail de l'ombre. Lucas Digne, honnêtement, c'était peut-être pas le joueur sur lequel tout le monde aurait misé lors de la convocation des Bleus, mais Lucas Digne, incroyable. Incroyable. Le travail qu'il fait défensivement et offensivement, il est exceptionnel. Et t'as Mike Maignan, superbe gardien. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs gardiens au monde. En suivant pas mal la Serie A, je peux vous le confirmer et vous le garantir. Et je trouve qu'il y a un sacré équilibre dans cette équipe française. Il y a un superbe équilibre qui est créé. Et c'est une équipe qui est vachement dangereuse. Vachement dangereuse, avec ce quatuor qui est en pleine forme. À voir s'il choisit Barcola ou Doué. J'ai entendu peut-être des petites indiscrétions disant qu'il y aurait Doué titulaire. À voir. Donc c'est un match qui est vachement compliqué à pronostiquer. Il est vachement compliqué à pronostiquer et honnêtement, je suis 50-50. Je suis tellement 50-50 sur un match comme celui-ci parce que oui, peut-être que sur le papier et dans le jeu, la France ressortirait peut-être sur un 60, 40, 55, 45. Oui, il y a peut-être plus d'imprécision marocaine que française. Oui, les deux attaques sont létales. Peut-être l'attaque française un peu plus. Mais sur un match comme ça, tout peut se passer. C'est tellement dur à pronostiquer. Si forcément tu écoutes le papier, tu te réfères aux 11, peut-être que la France, tu la vois plus gagner. Mais face à un Maroc qui va très bien défendre et qui peut être très bon sur coup de pied arrêté, qui peut être très bon sur les coups offensifs. Alors je pense que, à mon avis, face à cette équipe française et le panel offensif qu'ils ont, on se retrouvera pas forcément dans 15 situations comme celle-ci, donc en 4 contre 2. J'en avais une autre peut-être, ou ici en 5 contre 3. Je pense pas qu'on en vivra durant ce match. Peut-être en fin de match, peut-être si la France est en train de mener. Mais c'est tellement dur à pronostiquer. Moi, j'ai peut-être envie de dire la France, mais j'ai aussi envie de dire le Maroc. Le Maroc qui amène la France au penalty. Et là, on aura un duel extraordinaire entre Yacine Bounou et Mike Maignan. Et là, franchement, les penalties, c'est un peu qui tout double. Je verrais peut-être le Maroc quand même passer avec un Bounou exceptionnel. Donc, si le match se termine sur 120 minutes, je vois la France passer. Si le match part au penalty, je verrai le Maroc passer. Voilà mon avis sur ce match très compliqué à pronostiquer. Et maintenant, on va passer à Espagne-Belgique. Pour moi, je vous avais parlé en début de vidéo d'un match un peu plus déséquilibré que les autres. Je trouve que c'est celui-ci. Je vais m'expliquer tout simplement pourquoi. Moi, j'ai beaucoup aimé cette Espagne contre le Portugal. J'ai beaucoup aimé, de toute façon, cette Espagne depuis le début de la compétition. Elle est, moi, je trouve un peu sous-cotée parce que personne trouve cette Espagne flamboyante. Mais moi, en fin de compte, oui. Honnêtement, oui. Une équipe qui presse haut, qui est forte à la récupération. On a cette passe de Olmo. Regardez aussi le nombre de joueurs seuls ici. Yamal qui peut attaquer. T'as Oyarzabal ici, Olmo qui met une passe exceptionnelle, j'ai mis un petit vu. T'as les latéraux, regardez, Cucurella,
Et Porro, quasiment aligné, avec une quasi-perfection. Il joue les coups offensifs, tous les coups offensifs. Regardez comme ils sont. Tu te retrouves avec deux centraux, Rodri qui fait le pas. Et là, tout le monde qui joue le coup offensif. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Oyarzabal qui se plante un petit peu sur cette action, malheureusement. Et là, c'est vrai que le match était pas mal fermé. On a toujours ce duo Yamal-Olmo qui reste toujours proche, j'ai trouvé. Toujours proche l'un de l'autre, toujours très créatifs les deux. Et t'as Yamal qui te met un ballon magnifique ici, entre les deux joueurs, entre CR7. Pour Ferran, l'action elle n'aboutit pas. Et regardez aussi Cucurella où il est. Regardez-le ici. T'as trois joueurs ici complètement délaissés, prêts à faire le jeu. Surtout quand t'as un Pedri et un Rodri ici. Moi, je trouve que cette Espagne, elle est plus que juste. Elle est plus qu'équilibrée. Et là, regardez cette action. Hop, Fabien la met ici. C'est joué vite. Ferran. Superbe geste de Ferran. Mais à Merino. Et Merino qui part au but. Il marque. Et honnêtement, l'équilibre espagnol, la justesse espagnole, Unai Simon qui se prend pas de but depuis, je veux pas dire de bêtises, je pense 615 minutes. On doit être dans ces eaux-là. 615, 620 minutes. Pas pris de but sur cette Coupe du Monde pour les Espagnols. Défense qui est impeccable. Et moi, je trouve que oui, Cucurella est détesté. Je peux comprendre que vous ne l'aimiez pas. Mais il fait un travail. On en a parlé dans la dernière vidéo. N'hésitez pas à aller peut-être jeter un coup d'œil peut-être sur l'analyse espagnole, qui était plus intéressante que sur le match contre le Portugal. Parce que c'était un match assez fermé quand même. Tu ne veux pas te prendre le but. Les Portugais qui sont punis à la 90e minute. Merino, c'est peut-être pas le plus attendu. Mais comme contre l'Allemagne, c'est lui qui vient punir son adversaire. Et cette équipe espagnole, franchement, je pense qu'il faut s'en méfier. Personne ne la trouve flamboyante, mais en fin de compte, elle est là en quart de finale. Et je pense qu'il faudrait commencer à avoir un peu plus peur de cette équipe espagnole qui ne se prend pas de but, qui les font vachement bien, qui est excellente tactiquement. Franchement, je pense qu'il faut vraiment, vraiment en avoir peur de cette équipe espagnole. Et maintenant, si on vient peut-être sur le match de la Belgique, on peut peut-être revenir sur le cas de Balogun. Le pauvre. Honnêtement, le pauvre, parce que lui, il y peut rien. Il y peut vraiment rien. C'est un superbe gars, un superbe joueur. Et il a peut-être reçu une vague de hate un petit peu. Ça a dû quand même lui peser sur les épaules. Ça a quand même dû lui mettre un petit coup de pression quand même pour ce match. Et honnêtement, on ne l'a pas vu en confiance. Et je pense que les Belges peuvent quand même dire merci à ces deux hommes. Les Américains peuvent en vouloir à ces deux hommes qui ruinent notre sport, qui Infantino, Trump, qui... Voilà. Ça reste mon avis, mais quand tu es fan de foot, tu peux pas prendre des décisions comme ça. Quand tu aimes ce sport, tu ne peux pas prendre de décisions comme ça. Et je suis certain que les États-Unis, sans Balogun tout de même, ils auraient pu gagner. Ils auraient pu gagner parce que moi, dans ma prédiction, je voyais les États-Unis passer. Et ils se sont fait laminer. Ils n'étaient pas dans leur match. Et je pense que ce carton rouge enlevé, ça a quand même pas mal entaché la mentalité de l'équipe américaine. C'est venu leur faire quand même leur mettre un petit coup, de voir que tout le monde était contre eux, alors qu'ils faisaient une superbe Coupe du Monde. Honnêtement, ils faisaient une superbe Coupe du Monde. Et là, on voit pressing haut, hop, il avance, il la met au centre de Catellar qui attaque et il marque. Et là, je remets cette image-là, qui est terrible. Le gardien américain qui rate sa sortie, t'es puni, tu prends le 3-1. Et ça aussi, la pression que tu as sur les épaules, suite à toute cette médiatisation de ce carton rouge enlevé, cette injustice que les Belges ont vécue, et tu as toute cette pression sur les épaules, tu te plantes, tu fais des erreurs, tu sais que
tout le monde est contre toi. Tu sais que tout le monde souhaite ton downfall. Et là, tu te fais punir, tu te prends 3-1. C'est pas de leur faute, les joueurs américains. C'est vraiment pas de leur faute. Et ça me fait de la peine, honnêtement. Ça me fait vraiment beaucoup de peine. Et même Rudy Garcia l'a dit après le match, parlant de Balogun, que honnêtement, c'était un super gars, que lui, il pouvait rien, que les joueurs américains n'y pouvaient rien. Et c'est vrai que ce carton rouge, c'est quand même venu motiver les Belges. Regardez là cette récupération haute. Lukaku, finisseur, comme d'hab. Il la met au fond 4-1. Toute l'équipe qui vient chambrer le président Trump en faisant sa danse. Et honnêtement, je pense que c'est quand même le gros facteur de cette victoire, c'est ce carton rouge enlevé. C'est la rage que les Belges ont eue, l'injustice qu'ils ont ressentie et vécue. Et honnêtement, une victoire plus que méritée. Les Américains qui étaient sous l'eau ne pouvaient rien faire. Mais est-ce que, du coup, les Belges vont réussir à rebondir sur cette victoire? Est-ce qu'ils vont continuer à être poussés dans leur élan? On voit quand même un joli groupe. Hein. Tu vois que là, tu as tout le monde, toute l'équipe qui réunit, toute l'équipe qui danse, qui chambre. On a vu des belles images dans le vestiaire. Mais est-ce que c'est suffisant pour battre cette équipe espagnole? On parlait d'équilibre avant avec la France. Mais là aussi, Oyarzabal, finisseur pur. D'accord, il s'est planté une fois contre le Portugal. Vachement planté. Mais bon, oublions ça. Ils sont passés. Olmo, extrêmement créatif, extrêmement fort. Yamal, comme d'habitude, toujours dangereux. Un peu moins flamboyant sur cette Coupe du Monde. Mais on sait qu'il a toujours son éclair de génie. On sait qu'il peut toujours venir percuter, toujours venir faire mal. De l'autre côté, Baena un peu plus faible peut-être, mais qui est toujours très juste. Puis derrière, tu as Pedri Rodri, un ballon d'or. L'un, voire le meilleur milieu terrain au monde actuellement, Pedri. Deux latéraux qui font une Coupe du Monde extraordinaire. Deux bosseurs purs, Porro, Cucurella et une défense, Koubarsi, Laporte. Laporte un peu plus fébrile, j'ai trouvé sur cette Coupe du Monde pour l'instant, mais toujours en place. Et puis un Unai Simon qui est impénétrable dans ses cages cette saison, surtout sur cette Coupe du Monde. Donc je trouve qu'il y a un équilibre qui est excellent, un équilibre espagnol excellent. Et honnêtement, je vois cette équipe d'Espagne passer sur un score de 2-0. Peut-être 2-1, mais je les vois mal se prendre un but, les Espagnols, pour l'instant. S'ils en prennent un, ce sera contre le Maroc ou la France s'ils passent. Mais je pense pas contre les Belges. Je pense pas contre les Belges, honnêtement. Ou peut-être le scénario que je pourrais envisager, c'est peut-être de voir les Belges ouvrir le score sur un beau centre, une belle finition de Lukaku, une belle tête de Lukaku. Et puis après, l'Espagne va devoir tout donner. Tout donner. Peut-être se prendre un deuxième but à la contre-attaque, mais quand même passer. Moi, honnêtement, je vois les Espagnols passer sur 90 minutes. Si ce n'est pas le cas, si les Belges seront pas mal fermés, sur 120 minutes ou au penalty. Mais honnêtement, je vois vraiment cette équipe espagnole passer. Je trouve vachement équilibrée, vachement forte, vachement juste, tactiquement, techniquement. Honnêtement, je vois pas cette équipe belge qui jusqu'à maintenant était plus que moyenne sortir cette équipe espagnole que moi, honnêtement, je vois toujours championne du monde. Actuellement, en quart de finale, avant les quarts de finale, je vois l'Espagne championne du monde toujours. Maintenant, passons à un match intéressant, vachement dur à pronostiquer. Là aussi, 50-50, 45 Norvège, 55 Angleterre, 55 Norvège, 45 Angleterre. À vous de vous faire votre propre avis. On a cette équipe norvégienne qui, même lorsqu'elle est découverte, on voit ici sur cette action, elle se replie très vite. Regardez, 23 minutes 20, 23 minutes 23. Déjà 4 joueurs dans la surface de réparation. 2 où ils abordent la surface de réparation, ils reviennent très vite, ils défendent très bien. Et c'est vrai que j'avais souligné leurs défauts défensifs sur cette Coupe du Monde.
C'est vrai que c'est peut-être leur faiblesse, toujours maintenant, à ce stade-là de la compétition, mais je suis quand même curieux de voir Harry Kane face à une défense aussi grande, aussi costaud, voir s'il va déjà aller chercher un but de tête, parce que Kane, il est efficace de la tête. On l'a vu contre le Congo. Et honnêtement, moi, je ne le vois pas marquer de tête, en tout cas. Il peut aller marquer, même Bellingham peut-être, mais cette équipe norvégienne qui est pas facile à franchir. Honnêtement, hein. Là, j'aime beaucoup. Là, j'ai pris cette image-là. Odegaard, qui joue pas mal de ballons horizontaux à Nusa. Nusa qui est très fort techniquement, je lui ai mis une petite étoile ici. Il crée toujours quelque chose, je me rappelle sur cette action, il reçoit le ballon. Et là, il monte, il enroule, il se plante. Mais contre la Côte d'Ivoire, c'était la même chose. Odegaard dans cette zone-là, il avance, il avance, il avance. Il arrive par là, il lui met un ballon horizontal là pour Nusa. Nusa qui rentre, il enroule, but. Et je trouve que cette équipe norvégienne devant, je me répète, j'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos, elle est létale offensivement. Elle fait très très mal devant. Et je reviendrai après sur la Norvège en attaque et la défense anglaise. Mais quand tu as un gars comme Erling Haaland, on va beaucoup parler de lui, qui là, regardez, à 10 mètres des buts, complètement déséquilibré, il saute, il est dos au défenseur, dos au but, il saute, il va chercher un ballon à mi-hauteur qui est vachement compliqué, et il va quand même la mettre dans cette zone-là. C'est très fort. Honnêtement, c'est très fort. Alors d'accord, il marque pas, le tir manquait de force, t'es déséquilibré, un peu excentré, t'es dos à la défense, le ballon est à mi-hauteur, il est vachement compliqué. Dans cette position-là, dans ta posture de corps, et tu vas quand même mettre ce but. Moi, je trouve ça. Ce but, pardon. Tu vas quand même chercher ce ballon. Je trouve quand même que Haaland est très fort devant. Regardez quand il met la pression, il fait tomber ses deux adversaires ici. L'action n'aboutit absolument pas. Mais il pèse tellement sur la défense. Il est tellement fort physiquement, tellement fort à la finition. Il presse beaucoup. Le travail défensif est excellent. Et quand il défend, il fait mal. On le voit là sur cette image. Les deux défenseurs au sol se relèvent très vite, Marquis. Heureusement pour eux. Mais ouais, c'est très très fort, Erling Haaland. Là, on peut dire merci aussi au gardien norvégien. Souligner cette image, ce bel arrêt. Il arrête beaucoup, 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 beaucoup de ballons pour la Norvège, ce match-là. Pour moi, si Haaland ne met pas son doublé, c'est l'homme du match. Et là, regardez. La rivalité entre Haaland et Gabriel, City-Arsenal. Et là, ça me fait un peu penser à Kane contre la RDC. Il se détache de son homme, il voit le ballon, il sent le coup venir. Grand buteur, tu as le sens du but, tu as l'instinct. Tu y vas, tu passes devant lui, tu sautes beaucoup plus haut, tu es beaucoup plus fort physiquement. Alors que Gabriel, c'est quand même un morceau. Tu vas la mettre, tu la places, mais honnêtement, je ne sais pas s'il fait exprès de la mettre si bien. Mais comme le ballon est placé, je trouve ça extraordinaire. Honnêtement, si c'est fait exprès, c'est grande classe. Honnêtement, Erling Haaland, grande, grande classe. Parce que mettre un ballon de la tête si bien dans une telle action, c'est très fort. Et là, je mets une petite explosion ici. Je vois le ballon qu'il reçoit. Je me dis, faut que ça sorte sur lui. Faut que les défenseurs sortent sur lui, qu'il y en ait un qui sorte. Parce que Haaland, dans cette position, si on le laisse, il marque. Et évidemment, il marque sur cette action. C'est un joueur, honnêtement, en finition pure. Avec Kane, je l'ai déjà dit, ce sont les deux meilleurs joueurs au monde en finition pure. Peut-être même Haaland qui est meilleur. Mais la finition de cet homme, elle est extraordinaire. Alors d'accord, oui, ce sont des joueurs professionnels, c'est facile pour eux. Mais dans le contexte, tu reçois le ballon, hop, tu prends la balle, tu la pousses légèrement, tu frappes, tu la mets petit filet, parfaite, inarrêtable. C'est très fort, à 16 mètres. Je trouve ça excellent, pas mal excentré en plus. Et il la met d'une perfection, mais franchement, très très précis Erling Haaland. Et nos amis anglais, qui marquent là sur ce coup offensif,
j'avoue que j'ai pas pu regarder le match, j'ai revisionné pas mal d'images. Je me suis endormi malheureusement. Je suis très frustré d'avoir raté ce match parce que tout le monde dit que c'est peut-être le plus beau match du mondial. Ça m'énerve beaucoup. Et là, on voit sur cette action cet homme, Jude Bellingham, qui participe énormément au coup offensif. Quand tu as déjà un Harry Kane, un joueur comme Haaland, qui pèse tellement sur les défenses, et tu as un joueur comme Bellingham, avec un sens et un flair du but qui est surprenant pour un milieu de terrain. La saison où le Real n'avait pas de neuf, c'est lui qui a carré l'équipe. Et là, il a le flair. Il y va. Et il va mettre ce but de la tête. Et franchement, Bellingham incroyable. Honnêtement, Bellingham incroyable. Là, regardez, pression haute, mise par les Anglais. 2 minutes après, 1 minute 30 après. Projection qui est très rapide. Bellingham qui la met. Hop, on lui la remet. Il finit, tapine, il attaque. Il accompagne beaucoup l'attaque, regardez ici. Je trouve le travail de Bellingham devant incroyable, que ce soit avec l'équipe d'Angleterre ou que ce soit avec le Real. Peut-être un peu moins que le Real parce qu'il joue un autre rôle. Mais avec l'Angleterre, il plante. Honnêtement, il marque beaucoup. Je trouve ça incroyable d'avoir un joueur comme lui et comme Harry Kane devant. Pour la défense, c'est vraiment, vraiment pas évident. Et là, on retrouve les lacunes anglaises défensives que moi j'avais déjà souligné face à la RDC. Franchement, les Anglais pouvaient perdre ce match 2-3-0. Parce derrière, je trouve ça catastrophique. Regardez Quinones qui est ici, seul à 5-6 mètres, 6 mètres, peut-être même ouais, 6 mètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs anglais. Quinones tout seul. Seul, et on connaît sa finition. Qu'est-ce qu'il fait seul ici? Qu'est-ce qu'il fait seul ici? Bien évidemment, il marque. Et les Anglais, ils peuvent quand même remercier ce penalty parce que tu es réduit à 10, 2-1. Et le Mexique, dans un stade chaud bouillant, on sentait quand même qu'il y avait quelque chose qui se passait autour du Mexique cette année, avec le peuple mexicain qui était plus qu'enthousiasmé avec ce qui se passait. Franchement, ils auraient pu sortir l'Angleterre. Et là, si tu n'as peut-être pas ce penalty, bah, peut-être que tu pars aux prolongations sur un 2 partout. Peut-être que tu te fais sortir au prolong. Peut-être que tu te fais sortir au penalty. Tu es à 10. Merci au penalty. Après, eux aussi ont un penalty. Mais là, de nouveau, tu as la cacophonie en défense. Mal gérée par la défense anglaise. Sachant que tu as un joueur seul ici. Kane qui fait le penalty. Et honnêtement, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce que cette défense anglaise, je la trouve mal organisée, trop souvent découverte. Même tu prends un rouge parce que t'es mal organisé derrière. Le défenseur qui joue mal son coup, d'accord, mais honnêtement, derrière, les Anglais, je les trouve pas géniaux. Alors, c'est pas catastrophique, mais honnêtement, pour moi, défensivement, c'est l'une des équipes les plus faibles sur les 8 dernières. Et quand tu as une attaque norvégienne en face, avec un Sørloth, Haaland, Sheldrup, Nusa, Odegaard, ça va pas être évident. Honnêtement, ça va pas être évident. Et comme je l'ai dit, ça va être un match 50-50. Parce que oui, l'Angleterre reste l'Angleterre. Parce que oui, l'Angleterre a l'expérience. Elle joue quasiment tout le temps des matchs comme ça. Dans chaque grosse compétition, l'Angleterre est là depuis pas mal d'années maintenant. Elle a l'habitude de jouer des quarts de finale. Pas les Norvégiens par contre. Pas les Norvégiens. Je crois que c'est leur premier quart de leur histoire. Ça faisait des années, peut-être 98, leur dernière qualification à la Coupe du Monde. Mais c'est une équipe norvégienne qui est très forte. Là, regardez, les Anglais de nouveau, avec une cacophonie défensive. Tu frôles à la 101e minute le 3 partout. Ils se plantent, les Mexicains ici, ils peuvent s'en vouloir. Pas ça, tu mets le 1-0. Tu ouvres le score. Tu ouvres pas le score, mais tu te retrouves 3 partout, pardon. Et oui, eux par contre, comme le Mexique, il y a une euphorie complète autour de cette équipe norvégienne. J'ai même vu une vidéo de l'armée qui ramait
le public qui rame, l'armée qui rame, le pays entier, les écoles, les internats, les travailleurs, travailleuses, tout le monde, tout le monde rame pour cette équipe norvégienne. Et je sens qu'il y a quelque chose qui s'empare. Et honnêtement, j'avais dit qu'ils sortiraient le Brésil, et j'ai envie de dire qu'ils vont sortir l'Angleterre. J'ai envie de dire que sur cet élan, tu sors le Brésil à la Coupe du Monde, tu sors d'un beau match contre une belle Côte d'Ivoire. Honnêtement, moi j'ai envie d'y croire. Moi, c'est peut-être mon cœur de fan de foot qui a envie de me dire que l'histoire est tellement belle que j'aimerais voir la Norvège passer. Et du coup, moi je vais vous dire que la Norvège doit passer. De quelle manière? De nouveau, c'est très compliqué. J'aurais dit aux prolongations. J'aurais dit aux prolongations, mais ils peuvent clairement passer au temps réglementaire. Tu mets le 1-0, tu défends comme des fous et tu passes. Moi, je vois peut-être la Norvège passer, peut-être même sur un 2-1. Vous voyez, ils mettent peut-être le 2-0, les Anglais qui sont dans le mal, ils vont quand même venir mettre ce deuxième but parce qu'au bout d'un moment, tu défends, tu défends, tu défends, tu te prends le but, tu subis. Mais moi, j'ai envie de croire en cette Norvège d'Erling Haaland. J'ai envie de croire au peuple des Vikings. Et j'ai envie de me dire que la Norvège aura une demi-finale de Coupe du Monde. Un petit peu comme le Maroc en 2022. Ils marquent l'histoire. Et eux aussi. Et eux aussi. Sur un match, tout peut se passer. C'est très compliqué. Sachant que là, t'as pas le match. Tu joues à domicile, à l'extérieur. Là, c'est 90 minutes. Peut-être 120. Ou des pénaltys qui en suivent. Et franchement, moi, j'ai envie de croire en cette équipe norvégienne. Donc, je veux dire que la Norvège va passer. Et on arrive enfin déjà à ce dernier match entre la Suisse et l'Argentine. Une Argentine, franchement, que je trouvais pas flamboyante. Déjà contre le Cap-Vert. Moi, je l'ai déjà dit, pour moi, le Cap-Vert devait passer. Petite erreur arbitrale. Sur Argentine-Égypte, je trouve que l'arbitrage qui est du côté argentin, c'est un peu surfait. Honnêtement, c'est un peu surfait. Là, tu as l'Argentine qui se prend le 1-0 sur un beau centre, belle tête. Et l'Égypte qui était, mais là, il marquait à la 14e, mais jusqu'à là, mais largement supérieur. Ils ont eu 3-4 occasions déjà là à la 14e minute. Ils viennent punir les Argentins 1-0 déjà. Messi, 6 minutes après, qui rate son penalty. Et ça reflète pas mal le match argentin. Ça reflète pas mal le match de Messi qui était mauvais déjà jusqu'à là. Et qui a continué d'être un peu mauvais par la suite. Il rate son penalty. Et là, cette action de Hassan, il me semble. Regardez. Il élimine son vis-à-vis. Il passe entre les deux. Met un petit pont. La donne à Salah. Il se retrouve en 3 contre 2. J'ai trouvé cette équipe égyptienne extraordinaire à la contre-attaque. Les Argentins complètement découverts parce qu'ils voulaient venir égaliser. Tu marques le but qui est annulé. Mais pour moi, il doit être annulé. Honnêtement, en toute franchise, il doit être annulé. Il y a faute. Euh, voilà, moi, je l'ai dit, j'aime beaucoup les surprises. J'aurais été content que l'Égypte passe, honnêtement. Mais franchement, tu peux pas valider le but, malheureusement. Alors que l'action part d'une faute. Tu peux pas. Tu peux pas. Et là, de nouveau, Hassan. Un contre un. Il élimine le vis-à-vis. Il centre. Et 2-0. Et là, honnêtement, l'Égypte, elle était mais largement, largement au-dessus jusqu'à cette 66e minute. Ils ont pas mal subi un petit peu en début de deuxième mi-temps. Mais Messi, il n'était pas en forme. Messi, il était un petit peu dans les nuages, peut-être. Mais il n'était pas en forme. Honnêtement, j'ai pas retrouvé un Messi flamboyant. Et ça, son pénalty raté. Ce Messi qui était en difficulté, qui perdait beaucoup de ballons. Ça en résulte de ce 2-0. Pas surprenant, honnêtement. Je trouvais que c'était plus que juste, plus que mérité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé chez les Égyptiens? Ils sont mis à défendre, et à défendre mal en plus de ça. Et puis t'as Messi qui a activé le mode Messi, le mode GOAT. Il met ce ballon déposé sur la tête de Romero. Le défenseur, c'est compliqué, mais il peut faire mieux. Lui aussi, peut-être. Et Messi qui vient lui déposer ce ballon sur la tête, 2-1. Et là, je lui mets cette chèvre, le GOAT. Un ballon qui est pas facile.
T'as deux joueurs sur toi, un autre qui est là. C'est un peu la cacophonie. On te met une remise un peu compliquée en une touche. Frappe puissante, latte, but. Plus que mérité. Les Argentins ont joué. Ils sont revenus. Et là, le tarot qui met un super ballon à Enzo. Et c'est tellement mal défendu. C'est tellement mal défendu. Et t'es puni à la 91e minute, 92e. Je suis déçu, cette équipe égyptienne qui avait largement le match en main jusqu'au 2-0. Jusqu'à la 70e minute, ils étaient largement meilleurs, largement au-dessus. Ils ont simplement arrêté de jouer et à jouer mal. Et franchement, tu te fais sortir. Je suis tellement déçu. Je suis tellement déçu des Égyptiens sur cette fin de match. Parce que honnêtement, ils pouvaient faire le miracle. Ils pouvaient même passer 2-0 et ça aurait été plus que mérité. Et malheureusement, ils ont mal joué. Ils ont mal joué leur coup. Après, il y a quand même eu peut-être des faits de match qu'on peut discuter, qu'on peut quand même venir critiquer. Monsieur Le Texier qui se plante parce que le coach égyptien qui subit potentiellement, sûrement je pense, il faut de toute façon donner raison à la victime, des faits de racisme. Il fait le signe mis en place par la FIFA, la croix avec les bras. Le Texier qui décide simplement de lui mettre un jaune, c'est quand même grave. À place d'essayer d'en discuter, de comprendre ce qui se passe. Un peu le désordre sur cette fin de match. Salah qui en rigolait, un peu outré peut-être de retrouver un tel arbitrage. Moi, je trouve que le match arbitré par le Texier n'était pas catastrophique, franchement. Et simplement que est sortie de son match. Ils ont raté leur fin de match, mais complet. Et quand tu as un joueur comme Messi, une équipe comme l'Argentine en face, ça pardonne pas. Mais quand même, où je veux en venir, c'est que cette équipe d'Argentine, sans Messi en forme, si tu prends cette équipe d'Argentine avec ce Messi qui rate ce penalty, ce Messi qui perdait beaucoup de ballons, qui jouait mal, franchement, je l'ai dit, elle dépend beaucoup de Messi. Je l'ai dit dans la vidéo d'analyse pour Argentine-Égypte, que sans Messi, cette équipe d'Argentine, je la trouvais vraiment pas top. Vraiment pas top. Mais quand Messi est en forme, c'est très compliqué à jouer. Et un peu comme le Paraguay, il y a pas mal de petits coups vicieux. Donc, c'est pas évident de jouer les Argentins. Mais parlons un peu de la Suisse. Là aussi, on n'a pas eu le match le plus riche de la Coupe du Monde. 0-0 pendant 120 minutes. Il n'y a pas eu beaucoup d'actions qui m'ont surpris parce qu'il y a eu quelques petites actions par-ci par-là, mais c'est vrai que pas un match flamboyant offensivement, ni tactiquement. Enfin, les deux équipes étaient vachement en place. Allez, il y a peut-être cette action d'Endoy qui déborde, qui saute son vis-à-vis. Mais à Soso qui glisse, qui la met complètement en dehors, malheureusement. C'était peut-être une action de but, il était tellement bien placé, il avait tellement le temps, regardez. Peut-être que le défenseur serait vite allé sur lui, là il me semble qu'il y a un défenseur aussi. Mais t'as le temps, honnêtement t'as le temps de faire beaucoup mieux. La Suisse doit ouvrir le score pour moi là-dessus, sur cette action. Là, Amdouni qui tire sur le gardien, un peu plus dans cette zone-là. Et là aussi, peut-être la Suisse peut faire mieux. Après, là, c'est plus compliqué. Tu as deux défenseurs qui taclent. Tu reçois le ballon, tu te retournes. Franchement, c'est pas évident. Et là, la Colombie aussi doit marquer. À la 115e minute, sur une erreur de Chaka, qui avait fait pour moi un bon match, honnêtement. C'est quand même le maestro de cette équipe. Chaka, ça reste un grand joueur. Surtout la saison avec les Leverkusen, l'un des meilleurs joueurs au monde cette saison-là. Il a toujours ses restes. Il a toujours sa magnifique patte gauche. Mais là, il doit marquer. Et puis c'est vrai que l'équipe colombienne est pas mal critiquée sur son manque de finition. C'est une belle équipe, mais c'est vrai que là, elle a été punie par son manque de finition sur ce huitième de finale. Bel arrêt de Kobel. Il a été bon sur cette séance de pénalty, il en arrête deux. Un pénalty qu'il avait failli arrêter, qui lui passe sous les bras. Et cette équipe suisse qui gagne en fin de compte. Regardez la joie des joueurs suisses. J'avais gardé une image un peu pareille pour l'Égypte et contre l'Australie. Et je sens qu'il y a quelque chose aussi qui s'empare de cette équipe suisse qui joue pas de quart de finale depuis 1954. Et honnêtement, les Suisses peuvent le faire, mais ça va surtout dépendre d'un facteur. C'est cet homme, Johan Manzambi, qui est
l'un des 5 meilleurs joueurs sur cette Coupe du Monde, incontestablement. Et qui, pour moi, s'il revient, je vois les Suisses passer. Honnêtement, un joueur de Mozambique qui revient et en forme, la Suisse sort l'Argentine. Parce que c'est vrai que, oui, cette équipe suisse était assez absente, assez faible offensivement, mais parce qu'il n'y avait pas cet homme. Il est dans tous les coups. Tous les coups offensifs suisses, je l'avais souligné dans l'analyse du match Suisse-Colombie, en reprenant les faits de match de Suisse-Algérie. Il était dans tous les coups offensifs, dans tous les buts suisses, quasiment sur cette compétition. Ça part de Joan Manzambi, il y a une passe décisive de Manzambi, il y a un but de Manzambi. Quel joueur! Là aujourd'hui, j'ai lu une news comme quoi il s'approchait de Newcastle. Un bon club de transition pour lui. Peut-être pas dans le meilleur des moments. Ils vont peut-être perdre Bruno Guimaraes, ils perdent Tonali. Mais c'est peut-être le moment pour lui d'être le leader d'un club comme Newcastle déjà. Le leader technique, d'être la star, le meilleur joueur, pour peut-être encore plus exploser. Après, rien n'est fait, mais ça risque de se faire. Mais en tout cas, je pense qu'une Suisse qui est vraiment bien en place derrière, moi je l'ai dit, Elvedi, Widmer, Akanji, Rodriguez, Zakaria, derrière c'est très fort. C'est très très fort. Freuler, Chaka au milieu, c'est excellent. Et tu mets un joueur comme Nzambi derrière l'attaque, qui accompagne énormément, qui marque énormément, qui est excellent sur les coups offensifs. Et t'as un Endoy qui est très bon en contre 1. T'as un Vargas pareil. Vargas qui est encore même meilleur aussi à la finition qu'Endoy. Devant t'as un joueur comme Mbolo, lui qui pèse aussi sur l'attaque, qui fait un travail gigantesque, doit à la défense. Franchement, la Suisse peut le faire. Et il se prépare au pire. Honnêtement, il se prépare au pire. 2 heures d'entraînement par jour pour le gardien Kobel et les autres gardiens. Ils se sont entraînés à 8 contre 11, à 9 contre 11, à 10 contre 11. Parce que oui, ils ont peur des cartons rouges. Ils ont peur de vivre le pire. Et je pense que si la Suisse est au complet et en forme, elle passera. Elle passera en demi-finale. Et ce sera historique pour la première demi-finale de son histoire. Donc moi, je vois d'un côté France-Espagne et de l'autre côté Norvège-Suisse. Moi, je l'ai dit, cette Coupe du Monde, c'est l'histoire. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de rêver. J'ai envie que tous les fans, hormis bien sûr les clubs éliminés, pour qui ce sera peut-être plus compliqué, rêvent et voient quelque chose d'historique. Moi, franchement, je vais insister sur ce slogan, la Coupe du Monde 2026, c'est l'histoire. C'est l'histoire, mesdames et messieurs. Donc les amis, cette vidéo touche donc à sa fin. Merci de l'avoir regardé ou de l'avoir écouté si vous l'avez écouté depuis Spotify en format podcast. Donc n'hésitez pas à aller regarder mes réseaux sociaux, lecorner.foot pour de l'actualité foot sur Instagram, lecorner.football pour des petites anecdotes, des petites vidéos à court format. Le corner, bien évidemment, sur Spotify si vous préférez écouter que de regarder une vidéo. Ou bien sûr le matin dans les transports publics, sur la route. N'hésitez pas également à le faire depuis Spotify ou bien sûr pour voir les visuels depuis YouTube, le-du-bas corner. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça me donne toujours beaucoup de force, ça me motive et ça me fait plaisir franchement. Également, n'hésitez pas à vous abonner, j'ai toujours plein de projets en cours, ça vient me donner pas mal de force, me soutenir et me pousser encore vers l'avant pour la suite. Donc franchement, n'hésitez pas à faire les deux. Même activer les notifications, ce serait génial. Et à vous abonner peut-être aux réseaux sociaux ou Spotify, ça me donne toujours plein de force. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à venir débattre dans l'espace commentaire, à venir donner votre avis. Ce sera avec grand plaisir. Allez, ciao ciao!